opération sur laquelle on a besoin de s'entendre. Tout prévoir est un but qu'il est impossible d'atteindre. Il ne faut point de lois inutiles. Elles affaiblissent les lois nécessaires. Elles compromettent la certitude et la majesté de la législation. Quoi que l'on fasse, les lois positives ne sauront jamais entièrement remplacer l'usage de la raison naturelle dans les affaires de la vie. Car les lois, une fois rédigées, demeurent telles qu'elles ont été écrites. Les hommes, au contraire, ne se reposent jamais, ils agissent toujours, et ce mouvement qui ne s'arrête pas et dont les effets sont diversement modifiés par les circonstances, produit à chaque instant quelques combinaisons nouvelles, quelques nouveaux faits, quelques résultats nouveaux que la législation ne saurait accompagner. Ça donne des frissons. Quelle langue! Donc, en aucun cas, le droit n'a jamais eu vocation, et on peut regarder le droit de la Grèce antique. Le droit n'a jamais eu vocation de devenir un cortège interminable de règles juridiques tatillonnes, bureaucratiques, inutilement ruineuses, qui grèvent vraiment l'action publique, qui grèvent l'économie, qui grèvent notre quotidien. Et du reste, pour illustrer le ridicule de la situation, j'ai derrière moi des dessins de Plantu, que Plantu avait offert à Jean-Claude Boulard et à votre serviteur, à l'occasion d'un rapport que nous avions déposé sur la prolifération normative en 2013. Vous voyez que ce n'est pas un sujet qui est récent. Donc mes convictions sont restées intactes. Le droit doit revenir à ce pourquoi il a été institué. Il doit circonscrire un but, il doit évaluer le résultat, il doit autoriser les moyens appropriés, mais il ne doit pas les décrire avec une infinité de détails, parce que c'est l'infinité de détails qui va empêcher les agents publics de pouvoir exercer le discernement qui est nécessaire pour pouvoir répondre aux situations qui ne sont pas prévisibles. Alors, je crois que pour avancer et pour préparer vos questions, il faut probablement qu'on essaie de voir comment il s'est progressivement éloigné de sa vocation initiale. Le phénomène de prolifération n'est pas complètement récent, puisque Montaigne le déplorait déjà en disant qu'il y avait plus de lois en France que dans tout le reste du monde, et c'était en 1588. Après, c'est Montesquieu qui dit que les lois inutiles affaiblissent les lois essentielles. Bon, on voit bien que ce n'est pas d'hier matin. Oui, la main tremblante. Aussi, oui, la main tremblante qui était réputée conseillée, en tout cas. Alors, le constat, écoutez bien les institutions de notre République. Le constat est fait également par les grandes institutions de notre République. À 3 reprises pendant 25 ans par le Conseil d'État, qui commence en 1991 à sonner le tocsin en disant que notre droit, lorsque la loi bavarde, dit-il, le citoyen ne lui prête qu'une oreille distraite. En 2006, il récidive en disant que le droit est devenu source d'inquiétude et d'incertitude. Et 10 ans plus tard, en 2016, il dit que les symptômes, hélas, de la prolifération normative demeurent. Donc vous voyez, 25 ans d'alarme de la plus haute juridiction de droit public, et sans succès. C'est sans succès. Et l'État ne comprend pas qu'il est lui-même le virus d'une épidémie juridique qui est mortelle, ou mortifère en tout cas, pour l'État de droit. Quelques chiffres également pour illustrer cette situation. En 2018, il y avait plus de 80 000 articles de loi et plus de 240 000 articles réglementaires. Et en même temps, vous connaissez l'adage, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, bon courage. S'agissant du stock, en 2017, il y avait, ne mégotons pas sur les décimales, 25 000 pages au journal officiel en 2017, 2 fois plus qu'en 2004. S'agissant du Code du travail, dont la complexité est le meilleur ennemi de l'emploi. Bon. En 2002, le Code comprenait 5 000 articles. En 2018, il en compte plus de 11 000, soit plus que le doublement. Outre le doublement, c'est l'instabilité de ce droit qui est, pour les agences économiques et pour les agents en général d'ailleurs, extrêmement insécurisant. Derrière ces symptômes se cachent des pathologies. Les premières pathologies, c'est, puisque tu es juriste, c'est le non-respect des domaines respectifs de la loi et du règlement. On voit
l'article 34 et l'article 38 de la Constitution délimitent parfaitement le domaine de chacun de la loi et du règlement. Or, il faut bien dire que cette délimitation n'est pas respectée, que la loi envahit en permanence le champ du règlement en instaurant à chaque fois des multiples détails. Le pouvoir réglementaire estime qu'il doit en ajouter lui-même, ce qui fait qu'on aboutit à des textes qui sont extrêmement inapplicables. Il y a une autre pathologie qui est le recours permanent aux ordonnances. On a en gros 70 ordonnances qui sont prises par an et ça continue. Autant on comprend qu'elles soient prises dans les situations d'urgence, autant introduire quasiment aujourd'hui dans chaque loi un article qui autorise à légiférer par ordonnance, me semble complètement excessif. Et il y a une autre pathologie qui est la dérive du droit d'amendement. Naturellement, on est tous attachés au droit d'amendement. J'ai été parlementaire pendant 20 ans. Enfin, il faut regarder les chiffres là encore. En 2017, quand je prends 2017, c'est parce que ce sont les dernières statistiques qui sont publiées. Le gouvernement avait déposé 467 articles en tout dans ses projets de loi. Les lois adoptées en contiennent 1200. Donc, vous voyez, c'est encore plus qu'un doublement. Et lorsqu'on regarde les questions prioritaires de constitutionnalité, on s'aperçoit qu'à chaque fois, ce sont des articles qui ont été introduits par amendement parlementaire qui ont brouillé la compréhension du texte. Et donc, on voit bien que le gouvernement est à l'origine de la prolifération, mais que le Parlement est lui-même, entre guillemets, sans doute involontairement complice, mais pire encore, il le fait de manière dégradée. Il y a tellement de pathologies qu'on y passerait la soirée. Je vais en citer une dernière. C'est la tentation qui est toujours présente, non pas de légiférer pour créer des règles, mais pour faire acte de mémoire, pour affirmer une volonté mémorielle. Donc, ça a été les crimes contre l'humanité, c'est un certain nombre de dispositions qui sont d'une noblesse absolument incontestable, mais qui relèvent depuis la révision constitutionnelle de résolution et pas du tout de texte de loi. Donc, une fois qu'on a posé ce diagnostic, ça ne suffit pas, il faut essayer d'en rechercher les causes. Alors, elles sont de plusieurs natures et je ne vais pas en citer beaucoup, mais en citer quelques-unes. La première cause, à mon avis, c'est la croyance que j'ose qualifier de fantasmagorique dans la capacité du droit à régler tous les problèmes de la société. Alors, comme tu le disais, j'ai exercé à peu près toutes les fonctions, j'ai siégé à tous les échelons territoriaux. Et il y a une chose que j'ai été notaire pendant 35 ans, il y a une chose dont je suis absolument convaincu, c'est que les lois ne peuvent pas régler les problèmes particuliers de la vie. Les lois sont là pour les grands principes. Elles ne sont absolument pas adaptées aux problèmes personnels de chaque citoyen, et j'allais dire heureusement. Vous avez tous probablement lu le regretté Guy Carcassonne qui disait que tout sujet du 20h à la télévision a vocation à faire désormais l'objet d'une loi. Ça résume tout. Parmi les autres causes, il y a, et ça vous le savez évidemment, l'influence du droit européen que nous devons transposer dans notre droit national. Mais naturellement, comme nous sommes français et que nous sommes meilleurs que tous les autres, naturellement, nous surtransposons. Au point d'ailleurs qu'une partie des problèmes que nous créons avec les surtranspositions sont reprochés à Bruxelles, qui a déjà suffisamment de défauts, et je trouve qu'il n'est pas nécessaire d'en ajouter. Mais on s'est payé un nouveau luxe de ridicule récemment, puisque figurez-vous, on a quand même adopté une loi visant à détransposer les surtranspositions manifestes qui étaient intervenues dans les années précédentes. Ça ne figure pas dans la presse quotidienne, mais c'est tout de même, en termes d'humour parlementaire, un niveau qu'on n'avait jamais atteint. Dans le délai que tu m'as imparti, je ne peux pas énoncer toutes les causes, et il y en a bien d'autres, mais je vais essayer de citer la dernière qui me paraît inévitable. Vous connaissez tous en matière de finances publiques l'effet boule de neige, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'endettement alimente la dette. Eh bien, que voulez-vous, la complexité alimente la complexité, parce qu'à chaque fois que la complexité défie l'entendement et pose plus de problèmes qu'elle n'en a résolu, eh bien, il faut prendre un nouveau texte pour essayer de corriger
les effets des textes précédents. Donc, vous le voyez bien, notre droit est infecté d'un virus qui est, à mes yeux, mortifère. Il a été parfaitement diagnostiqué, et je ne suis pas le seul, et Jean-Claude Boulard avec moi, non, on n'a pas du tout été les seuls. J'ai cité le Conseil d'État tout à l'heure, etc. Mais d'où l'intérêt d'avoir une tribune comme celle que vous m'offrez ce soir pour en parler, mais d'où la nécessité également que vraiment le corps politique s'empare de ce sujet. Alors, les jurisprudences constitutionnelles et administratives ont essayé de chercher des solutions, car dès 1999, le Conseil constitutionnel a affirmé l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi. Et en 2004, il a reconnu le principe à valeur constitutionnelle de la clarté de la loi. Le Conseil d'État a pris le relais en consacrant en 2006 la sécurité juridique comme principe général de droit. Mais tout ça, ce sont d'excellents principes. Mais dès lors qu'ils ne sont pas sanctionnés, ils restent des sujets de concours, mais ils ne servent pas la cause de simplification que nous voulons défendre. D'autres remèdes sont bien connus, c'est l'entreprise de codification. Je n'y reviens pas, vous pourrez me poser des questions à ce sujet. Moi, je dois vous dire que je constate, pour m'occuper du sujet normatif depuis 20 ans, que nous sommes dans l'échec. Et nous sommes face à une situation d'impuissance généralisée. Je vais vous dire, pour peu qu'il soit un tout petit peu connu, mon nom l'est plus pour des sujets de finances publiques que pour des sujets de droit. Or, il y a un lien totalement direct entre les finances publiques, la crise des finances publiques et la crise du droit. Parce que la crise du droit alimente les difficultés financières, alimente le déficit public, alimente la dette. C'est pour cela que dans les études que vous faites, vous devez prendre conscience de la globalité des problèmes pour pouvoir y porter remède lorsque vous pourrez enfin accéder au pouvoir et réparer ce que ma génération a pu faire. Alors, vous allez me dire, il serait peut-être temps de passer aux solutions. Mon idée, c'est qu'il faut revoir la méthodologie qui a été suivie jusqu'à présent, parce qu'elle ne peut pas être retenue comme bonne dès lors qu'elle n'a produit aucun effet. Je connais bien les administrations centrales, puisque le CNEN les rencontre tous les mois dans sa séance, puisqu'il y a un collège des élus, un collège des administrations centrales. Honnêtement, j'adore les personnes, mais elles portent de lourdes responsabilités. Les administrations centrales, au fond, j'en ai dirigé, puisque j'ai été au gouvernement. Elles mesurent leur prestige, elles mesurent leur coefficient existentiel dans l'appareil d'État, elles le mesurent par la production des textes qu'elles produisent, en utilisant d'ailleurs très souvent le principe de précaution, parce que comme ça, naturellement, on est légitime pour légiférer. Mais la faute principale revient au corps politique, qui manque d'ambition, qui manque de pilotage politique. Et on ne peut pas, dans notre pays, indéfiniment instruire le procès de l'administration sans instruire le procès du politique. Le pouvoir politique a tous les pouvoirs. Et je regrette de constater qu'il ne les utilise pas et que bien souvent, au fond, il singe et le langage et les méthodes du corps administratif. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je vais en venir aux solutions puisque je vous l'ai promis. Donc ça va être un certain nombre de propositions qui n'ont pas obligatoirement de rapport les unes avec les autres, puisque j'ai fait vite à partir de votre invitation, mais le jeu des questions et des réponses nous permettra de reconstituer un ensemble de tout ça. Vous connaissez en droit privé le principe, c'est que ce qui n'est pas explicitement interdit par la loi est autorisé. Eh bien, figurez-vous que ce principe, qui figure à l'article 5 d'ailleurs de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, n'est pas vrai en droit public. Alors c'est quand même assez dérangeant que ça ne soit pas vrai dans 55% de l'utilisation du produit national. C'est-à-dire que, alors évidemment, je fais référence à un sujet financier, mais la sphère publique, c'est 55% de la richesse nationale chaque année. Et dans 55% de la richesse nationale, eh bien, ce qui n'est pas explicitement autorisé est interdit. Donc, je crois qu'il faut absolument
le dire, et j'ai proposé de manière provocatrice, puisque c'est ma nature, qu'il soit pris une ordonnance qui ne comporte qu'un article unique afin de donner la solennité requise pour que le gouvernement ordonne, c'est le moment de le dire, qu'en période, par exemple, d'urgence sanitaire, tout ce qui n'est pas explicitement interdit puisse être expérimenté avec naturellement une évaluation ex post, comme en droit privé, parce que personne n'a jamais contesté ce principe. Deuxième proposition, revoir totalement le management de la norme. C'est-à-dire que ce management de la norme doit être totalement réinitialisé afin d'en revoir toutes les dimensions, qu'il s'agisse de la manière dont elle naît, cette norme, c'est très intéressant sur le plan de la sociologie administrative, de la manière dont elle est écrite, de la manière dont elle est diffusée et de la manière dont ceux qui l'appliquent se l'approprient. Nous sommes arrivés, le Conseil d'État a été d'ailleurs le premier à l'écrire aussi bien, à penser que les normes doivent être coproduites finalement avec leurs destinataires, à défaut de quoi nous n'atteignons pas la cible que nous nous sommes fixés. Parce qu'on finit par penser que parfois le droit a été conçu pour embêter les gens, alors qu'il est normalement conçu pour leur rendre service. La deuxième considération, c'est qu'il est possible de concevoir un droit, entre guillemets, intelligent. C'est-à-dire qui articule mieux les normes juridiques qui font l'objet des principes juridiques que tu connais, puisque tu es juriste, et des normes techniques qui sont tout à fait différentes. C'est-à-dire que nous avons appris à l'université que les 4 sources de droit principales, c'est la loi, la coutume, la jurisprudence, la doctrine. Mais à mon avis, il y a une autre source qui me paraît fondamentale, qui est le contrat. Or, on ne nous cite jamais comme étant du même niveau, ce qui, entre nous, me gêne un peu. Et aujourd'hui, je vois bien qu'il faut tenir compte de normes qu'on peut qualifier de techniques, qui empruntent d'ailleurs une voie qu'on appelle maintenant la normalisation, et de type AFNOR, par exemple, qui sont des normes plutôt de recommandation, des normes volontaires, avec des guides de bonne pratique, et qui recouvrent ce qu'on appelle désormais un peu le droit souple. Alors, droit dur et droit souple doivent s'articuler en bonne intelligence, c'est pour ça que j'ai choisi à l'époque avec Jean-Claude Boulard ce terme d'intelligence. Et donc, il y a tous les outils que vous connaissez, AFNOR, ISO, tous les guides divers, qui apportent une vraie souplesse, car ils ont une force effective et qui relève de l'acceptation contractuelle d'ailleurs, et qui ne se confond pas avec les actes publics que sont les lois, les décrets circulaires ou autres de toute nature. J'ajoute, mais je ne suis pas sociologue du droit, mais par contre je suis un élu qui revendique la qualité entre guillemets de politique parce que pour moi c'est une œuvre noble que d'être engagé en politique. J'ai aussi acquis la conviction que, par exemple, votre génération, mais déjà la mienne, qui était celle de 68, préfère se soumettre à des règles éthiques qui interpellent la conscience qu'à des règles juridiques réputées bureaucratiques qui, au fond, transforment la condition de citoyen en situation d'assujetti. Voilà, j'ai commencé cette intervention liminaire que je vous avais promise pas trop longue, je crains d'avoir franchi la ligne rouge, mais je voudrais terminer par de la manière suivante, peut-être en me répétant. Je crois que la situation alors, pardonnez-moi, je vous regarde un petit peu comme ça parce que je vous vois. Vous devez avoir une mosaïque. En théorie, une mosaïque, voilà. vous pouvez voir, enfin, vous pouvez choisir de ne pas avoir cette mosaïque. Alors, je ne sais pas trop comment vous expliquer maintenant. Mais... Alors, je regarde la caméra de temps en temps, voilà, c'est ça. Mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de regarder les visages qui sont sur l'écran. Mais je voulais vous dire que je crois que la situation inédite, qui ne s'est jamais produite, je crois, en tout cas dans les civilisations nouvelles, la situation que nous traversons nous donne l'occasion de changer de paradigme et, comme je l'ai proposé dans certaines tribunes, de l'inverser, d'inverser nos réflexes. Et la crise peut être un laboratoire pour lever les freins bureaucratiques qui découragent l'innovation et l'initiative. Pourquoi? Parce que comme on est dans une situation où il faut réagir dans l'urgence,
et qu'on n'a pas le temps d'aller visiter tous les codes pour savoir quelle solution choisir, surtout qu'en général, les codes ne contiennent aucune solution, mais plutôt des contraintes. Donc, on voit bien que il faut convoquer le discernement et pas le droit positif. Et donc, je crois que la crise est l'occasion de lever tous ces freins-là qui découragent l'initiative et de permettre à tous les agents de prendre la responsabilité. Je crois également que nous devons préparer un redémarrage rapide, parce que là, du coup, c'est l'engagé dans les finances publiques qui vous le dit. Je crois qu'on ne peut pas vivre en suspension très très longtemps comme nous le faisons actuellement, mais qu'il faut impérativement que nous ayons un redémarrage rapide. Et je voudrais vous donner un exemple de ce qui pourrait être fait pour mesurer à quel point nous sommes minés. Je voudrais qu'on suggère, par exemple, au préfet, au président de région, au président de département, au président d'intercommunalité assez grande et aux maires de grandes communes, de se faire redonner par leur service tous les refus qu'ils ont opposés depuis le jour du confinement. Et vous verrez que 80% de ces refus sont motivés sur des arguties juridiques qui n'ont strictement aucun lien avec la gravité de la crise qu'on traverse. Ce serait une révélation de l'inhibition normative dans laquelle sont plongés les services administratifs. Deuxième, autre nouvelle suggestion, c'est que les allègements du droit qui ont été accordés temporairement restent en vigueur au-delà du 11 mai. Parce que le redémarrage ne va pas spontanément survenir à compter du 11 mai. Il faut donc que le droit allégé puisse continuer à produire son effet après, avec le déconfinement. Enfin, donnons instruction à toute administration qui a publié un texte d'allègement de produire à son autorité politique une note qui permette d'étudier si ce droit allégé pourrait devenir permanent. J'ai la conviction intime que, encore une fois, dans 80% des cas, on va découvrir que l'allègement qu'il est parfaitement possible de le rendre permanent. Autre suggestion, je vous disais que ce serait hétéroclite, ça l'est, il y a un moyen d'accélérer toutes les formalités administratives. D'abord en disant que toutes les formalités administratives qui ont été déposées par un pétitionnaire jusqu'au jour du confinement doivent connaître une réponse au jour du déconfinement. À défaut, la réponse sera considérée comme positive. Vous allez voir, ça va dégager dans les services. Ça va aller vite. Ce qui était impossible avant, il fallait saturer absolument le délai de 2 mois, le délai de 3 mois. Ça sera fait en 15 jours. Bon, je vais vous donner un exemple. Au CNN, nous avons 1 mois pour statuer. Devant la crise, j'ai proposé à mes collègues qu'on statue en 1 heure. Tout le monde a considéré que c'était fou. Eh bien, nous avons pu le faire. Tout simplement parce que nous avons changé de paradigme d'instruction de nos dossiers. Alors, naturellement, ça ne peut pas être prorogé indéfiniment, mais nous devons être capables de nous adapter aux situations. Il faut que notre administration comprenne que la dureté du temps l'appelle à être facilitatrice et même incitatrice. Elle n'a plus de fonction, j'allais dire, de surveillante. Elle doit être facilitatrice. Alors, c'est une révolution copernicienne qu'on lui demande, mais c'est la clé du redémarrage. Et en même temps, je suis convaincu qu'il faut la couvrir, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire, parce qu'elle a répondu rapidement, elle a mal répondu, on va la sanctionner. Donc il faut absolument que le corps politique prenne ses responsabilités. Et vous savez, la crise sanitaire nous donne des idées de métaphores. Je crois qu'il y a un sérum qu'il faut absolument inoculer dans le fonctionnement français. C'est le sérum de la confiance, et de la confiance a priori, par différence avec la confiance a posteriori. Je l'ai dit, je crois, dans une vidéo que j'ai postée, qu'est-ce que la confiance a priori? C'est de dire à quelqu'un, je te fais confiance, et puis je te jugerai sur les résultats. Alors que la confiance a posteriori, c'est de dire, écoute, apporte-moi la preuve que tu es digne de ma confiance, et lorsque je verrai ce qui s'est passé,
je te dirai ce que j'en pense. Donc, qui, aujourd'hui, ayant quand même une part de dignité, acceptera de se défoncer pendant un certain nombre de semaines, voire 2 mois, pour apprendre au terme de ce délai qu'il est tout simplement conforme. Mais ce n'est pas possible de vivre dans une société comme ça. Donc, il faut restaurer un principe de confiance a priori dans le fonctionnement de l'administration publique, et je l'ai qualifié, parce que je le crois, de vendange de la crise. C'est un fruit que nous pourrions tirer de cette terrible épreuve que nous traversons. J'ai sous les yeux d'autres hypothèses de solutions, mais comme je ne veux pas vous priver de vos questions, je ne veux pas vous priver de votre malice, je veux me livrer donc à ces questions et vous dire que, au fond, ce qui me ferait plaisir que vous reteniez de cette introduction, c'est que je pense que nous avons un pays qui a occupé une place énorme, immense dans le monde, très au-dessus au fond de sa taille et probablement aussi un peu parfois au-dessus de ses forces réelles. Mais c'est la grandeur de son histoire qui l'a hissé à ce niveau. Et je pense que dans les chocs tectoniques qui vont se produire après cette crise mondiale, cette pandémie mondiale, il faut, pour conserver la place qu'elle avait, impérativement qu'elle démontre au monde qu'elle est capable de s'adapter à tout. Et c'est pour cela qu'il faut impérativement que cette période soit traversée avec la dynamique qu'il faut. Et j'espère que votre génération sera aux côtés de celle que je représente et qui doit désormais laisser sa place, que votre génération aura cette ambition de permettre que notre pays reste au niveau qui lui est reconnu encore dans le monde. Alors maintenant, je me soumets à vos questions. Je vous remercie. C'était une excellente présentation, concise. Et je dois dire que beaucoup des questions que j'avais pu prévoir, vous avez effleuré, enfin les réponses du moins. Il y a plusieurs choses que j'ai pu noter pendant que vous parliez. Immédiatement, je pense à un paradoxe énorme quand vous dites qu'effectivement, une des solutions à une sorte de paralysie de la société, et d'autant plus en période de crise sanitaire, puisque là, comme vous l'avez dit, il faut pouvoir prendre des solutions, prendre des décisions, pas en un mois, pas en un an, mais beaucoup plus rapidement. J'ai l'impression que cette nécessité de pouvoir aller vite, elle est en fait contrecarrée par un désir de la société malgré tout de toujours plus réglementer, de toujours plus normer. On entend souvent beaucoup dans les médias, partout, des contempteurs de la supposée déréglementation, puisque en France, vous l'avez dit vous-même, l'inflation législative a été gigantesque. Aujourd'hui, on est à, je crois que c'est ça, 80 000 textes législatifs, plus de 240 000 textes réglementaires. Donc, il y a quand même un paradoxe entre la réalité de la production normative, quelles que soient les sources, hein, on les a rappelées, et face à l'impression qu'a la société, ou une certaine partie de la société, de la situation. C'est-à-dire qu'on est persuadé, beaucoup de gens sont persuadés qu'il y a une déréglementation formidable qui s'est abattue sur la France ces 30 dernières années. Souvent, on va accoler ça au terme de néolibéralisme, mais en réalité, c'est absolument pas vrai. Donc, c'est quand même un paradoxe pour moi qui est fascinant, enfin, terrifiant, mais fascinant. C'est la première chose qui me vient à l'idée, hein, parce que c'est… Oui, mais j'ai écrit et publié un article justement sur le fait que la simplification était l'antidote qui correspondait au néolibéralisme que les Français dénoncent, ou en tout cas une certaine partie de l'opinion publique dénonce. Pourquoi? C'est que moi, je ne vais pas porter de jugement sur le néolibéralisme, je suis libéral, mais je ne crois pas que je sois néolibéral, vous jugerez sur ma réponse. Je pense que le néolibéralisme s'en sort très bien avec une législation aussi inapplicable que la nôtre et une réglementation aussi confuse et absconse, parce qu'il a les moyens, non pas du tout de la contourner, mais comme il est beaucoup plus puissant que nos administrations, et ça se voit bien généralement, on en est d'ailleurs à ce que nos administrations demandent à des grands cabinets anglo-saxons d'écrire des lois pour elles. Et donc,
pour les néolibéraux, il n'y a rien de mieux que cette citation-là. Parce qu'au final, comme ils sont suffisamment puissants pour démêler la complexité, bah, ils sont quasiment en situation de monopole. Alors que l'initiative des start-upers est absolument impossible à comment dirais-je, se développer dans un contexte aussi rigide, parce que par nature, leur mode de développement n'a pas pu être prévu par la loi, et Dieu merci pour ma part. Et donc on voit bien que elle, le seul moyen pour elle de s'épanouir, c'est de partir à l'extérieur. Donc nous, on alimente le néolibéralisme avec nos méthodes. Alors, je ne sais pas si je comprends parfaitement votre idée. C'est un sujet qui tient très à cœur les membres de Students for Liberty en France et ailleurs. L'idée qu'effectivement, la réglementation tous azimuts va contribuer en fait, à la création de monopoles ou de protection de corporatisme. C'est clair que quand vous êtes une petite entreprise et a fortiori si vous naissez, vous n'avez absolument pas les moyens de vous prémunir du risque juridique, d'avoir les bons conseils, parce que c'est simplement extrêmement cher, extrêmement chronophage, et c'est pas possible. D'ailleurs, un autre exemple, c'est l'inflation terrible qui va d'ailleurs avec cette inflation normative, c'est les services de conformité dans les entreprises, dans les grandes entreprises, ont explosé en 10 ans. C'est-à-dire que vous avez tout un tas, vous pouvez regarder sur LinkedIn, tout un tas de responsables de conformité. Alors on les appelle, parce que maintenant tout le monde parle anglais, on les appelle les compliance managers. Et c'est une autre plaie, je dirais, puisqu'en plus, on dépense énormément de temps et d'énergie pour appliquer une réglementation qui, la plupart du temps en plus, vous l'avez dit vous-même, est inutile, sinon mortifère. Donc à double titre, effectivement, c'en est dangereux. Je suis donc parfaitement d'accord avec vous sur ce constat. J'espère qu'on pourrait faire entendre raison à certains Français qui pensent que la réglementation tous azimuts peut éviter les maux qu'ils condamnent. Je ne vais pas répéter ce célèbre aphorisme de Bossuet, parce que je me tromperais en le récitant. Je crois que c'est les hommes chérissent les causes dont ils… Bon, voilà, je ne vais pas le refaire parce que je suis en train de me tromper. J'ai d'autres questions, évidemment. Je n'ai pas fait Sciences Po, je n'ai pas bachoté tout un tas de citations à pouvoir mettre dans mes commentaires. Je ne peux pas t'aider, mais par contre, le sujet que tu as évoqué est très important. Je dois dire que je n'ai jamais eu la chance d'être confronté sur un plateau avec quelqu'un qui accuse la France de prêter la main au néolibéralisme, parce que je pourrais démontrer, mais avec une facilité déconcertante, à quel point c'est le contraire. Oui, mais c'est une très bonne preuve d'un autre sujet qui est qu'en fait, c'est pas une parole qu'on entend où que ce soit. Cette parole, voilà, je crois qu'un des participants a pu me rattraper mon ridicule. Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Voilà. Voilà, c'est ça. Merci Bossuet. Donc, effectivement, oui, simplement parce que ce serait très facile de démonter un certain nombre d'arguments, mais le problème, c'est que, et je ne veux pas commencer à partir dans l'argument du parti des médias ou d'une sorte de chasse à l'homme contre des libéraux, et c'est vrai que force est de constater que c'est des arguments qu'on n'entend pas et qu'il y a une seule parole qui consiste à dire que la déréglementation est toute puissante. Vous avez aussi parlé donc d'une réglementation qui pourrait se faire a posteriori, entre guillemets, c'est-à-dire par la confiance, on laisse les gens faire et ensuite, s'il y a des erreurs de fait, on les reprend éventuellement. En droit anglo-saxon, il y a un principe qui s'appelle le comply or explain, et c'est quelque chose qui, en France, depuis très peu d'années, commence un peu à prendre un certain essor, mais c'est finalement encore rabougri, je dirais. Quelles sont les chances, vous pensez, qu'un tel principe puisse émerger en France ? Alors là, du coup, je crois qu'il faudrait demander à des philosophes de matraquer, d'éclairer un peu notre population sur ce sujet. Parce qu'il y a un autre concept anglo-saxon, et ce n'est pas ma culture, je le dis franchement, je préfère la culture continentale,
mais c'est celui de la comptabilité, qui n'existe pas dans notre système continental et encore plus en France. Et mon interprétation, c'est que les Français aiment, au fond, aiment rêver à l'idéal, mais ne souhaitent pas être soumis au contrôle. Ils n'aiment pas la reddition des comptes. Ils se complaisent dans les plans les plus faramineux qui soient, les prévisions les plus sophistiquées, mais ils n'aiment pas être convoqués au résultat. Ça n'est pas dans leur nature. Je peux vous raconter une histoire très rapidement qui va illustrer ça. Lorsqu'avec Didier Migaud, nous faisions notre quête à l'extérieur avant de parachever la LOLF, nous étions dans les pays scandinaves ensemble et on leur parle des prévisions financières. Et donc, ils nous disent, écoutez, on est très surpris que vous nous demandiez votre avis parce que vous êtes les meilleurs du monde. Alors, donc, on se méfie quand même du compliment et on leur dit, bon, pourquoi sommes-nous les meilleurs du monde? Et ils disent, d'abord parce que vous y mettez les élites, et c'est vrai. C'est vrai sur le plan scientifique que vos élites vont dans les prévisions macroéconomiques, etc. Mais ce qui fait que vous êtes également les meilleurs du monde, c'est que vous ne faites jamais d'évaluation ex post. Ce qui fait que ce qui est merveilleux, c'est qu'elles ne sont jamais démenties. Alors nous, vous comprenez, nous sommes beaucoup plus modestes et nous ne raffinons notre méthodologie qu'à travers les études ex post que nous faisons, parce que c'est là où nous découvrons les erreurs de conception de nos prévisions. Nous sommes revenus édifiés par la réponse parce que ça résumait tellement, et c'est pas loin du tout de la question que tu as posée. Tout à fait. J'ai encore d'autres questions, mais je voulais proposer, il faut que les participants se sentent libres. Il y a une page sur la droite sur laquelle vous pouvez poser vos questions. Donc, je vous en prie, surtout poser des questions. Je ne voudrais pas être le seul à pouvoir porter des arguments. Voilà, donc, en attendant que certains pensent à leurs questions, je vais pouvoir continuer. Vous avez aussi parlé tout à l'heure du politique face à l'administration. Vous disiez que le politique était trop faible, trop pusillanime face à l'administration, mais en réalité, alors d'abord, il y a des incitations qui sont parfois opposées. Le politique doit avoir pour objectif le long terme, mais en réalité, les élections arrivent régulièrement, alors que l'administration, elle reste par définition, d'autant plus dans un pays où où le contrat de travail, enfin, quand c'est pas un contrat de travail, mais je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais où la fonction publique ne peut pas être remplacée. Au contraire, par exemple, notamment la haute administration, parce que je suppose qu'il y a encore des nuances à faire entre différentes classes de fonctionnaires, pour reprendre certains vocables d'inspiration marxiste. Mais aux États-Unis, on sait qu'il y a le spoiler system où la haute administration part avec le président exécutif. En France, ce n'est pas le cas, encore que les chefs de cabinet, le rôle des chefs de cabinet quand même quitte pas à amoindrir. Mais est-ce que réellement le politique est si faible que ça? Est-ce qu'il n'y a pas un pouvoir terrible de l'administration sur une inertie terrible de l'administration? Et en plus, on sait très bien, vous l'avez vu en étant ministre du budget, à Bercy, il me semble que les fonctionnaires arrivent avec les dossiers tout prêts devant la table du ministre et il n'y a plus qu'à signer. Alors là, j'ai publié, enfin, j'ai versé, à la demande d'ailleurs de très hauts fonctionnaires de l'État, j'ai contribué dans la revue Pouvoir à un article qui traitait de Bercy et qui, pour ma partie à moi, traitait de ministre, otage ou stratège de la structure. Donc ça traitait tout à fait de ce sujet. Donc je ne peux que vous inviter à lire cette tribune qui vaut en forme de témoignage. Alors, dans ce que tu as dit, il y a plusieurs choses. D'abord, la réduction de la durée des mandats est très populaire chez les gens. Ils se survoient complètement. C'est-à-dire que, prenons un exemple, le passé du septennat au quinquennat a été une des catastrophes que nous vivons, puisque tous les 5 ans, nous avons un concours de promesses et personne n'y a échappé depuis 2000, puisque en fait, le quinquennat a été instauré en 2000, avec l'inversement du calendrier en plus. Ce qui fait que nous avons construit
la monarchie républicaine la plus absolutiste du monde. Il faut quand même le faire. Tous les pouvoirs ont été réunis entre les mains du président de la République, dont les pratiques, je ne parle pas d'Emmanuel Macron, je parle de ses prédécesseurs également, de 2000 à 2020. Tous les pouvoirs ont été remis entre ses mains et au prix même de violer la Constitution, puisque aujourd'hui, les présidents de la République exercent les pouvoirs du Premier ministre. Bon. Eh bien, ce qui est le plus extraordinaire, c'est qu'ils ne se sont même pas aperçus qu'en concentrant ces pouvoirs, la manière dont ces pouvoirs ont été concentrés est tellement confuse qu'ils ne peuvent pas les exercer. Et donc, c'est l'espèce comment dirais-je, de souverain absolu qui a tous les pouvoirs, sauf qu'il a les mains menottées et il ne peut rien faire. On est dans un monde de fous. La vérité, c'est que les mandats doivent être suffisamment longs pour que leur titulaire soit en mesure, au fond, de pouvoir présenter un compte-rendu de son activité et de pouvoir être jugé sur le résultat. Dans la durée de 5 ans, par exemple, c'est impossible. C'est tout de même pas un hasard si les personnes ou les politiques qui sont les plus respectés en France, ce sont les maires. Parce que d'abord, ils ont un mandat de 6 ans, depuis toujours. Très souvent, quelle que soit leur sensibilité politique, ils sont renouvelés au moins une fois, très souvent, parce que les citoyens se disent, au fond, il y a des choses en cours, peut-être mieux que ce soit fait par eux-mêmes. Et au niveau national, ça semble au contraire une sorte de spectacle. Bon, et donc, on change à chaque fois. Sauf que le spectacle, parfois, on en paie le prix. Et je crois franchement que notre démocratie n'est pas mature. Je termine en disant qu'il y a une chose très importante également, c'est qu'il faut que le corps politique soit composé de gens qui aient un métier. Et je suis sidéré de voir qu'aujourd'hui, on interdit à quelqu'un qui a un mandat parlementaire d'exercer une activité professionnelle. Mais c'est une folie. Le seul moyen pour lui d'être indépendant, le seul moyen, ou pour elle, d'être indépendant, le seul moyen de pouvoir dire, mais je vais faire en conscience ce que je pense, parce que si je suis viré, de toute façon, j'ai mon métier. Eh bien non, on va lui interdire. Au nom des mêmes idées que celles que tu évoquais tout à l'heure à propos du néolibéralisme, tout ça, ce sont des idées que je connais par cœur, elles sont de ma génération. C'est des idées totalement sottes, qui ont un problème avec l'argent, qui ont un problème avec la réussite, qui ont un problème avec l'effort. Et il faut que vous arrachiez de la société française ces mauvaises herbes-là, parce qu'elles sont tragiques pour le pays. Et elles sont tragiques pour ceux qui naissent dans des conditions modestes et qui n'ont pour seule chance que leur travail et leur génie pour réussir. Et donc, je crois qu'il faut encourager des vrais politiques à s'engager. Et moi, ça ne me dérange pas qu'il soit PDG d'une boîte. Au contraire, ça veut dire que s'il a été capable de produire des bons effets dans son groupe, il devrait être capable d'en produire de bons au service du pays. Et puis, il faut continuer à le matraquer parce que c'est le seul moyen de faire gagner ses idées. Je vais vous dire, moi, personnellement, j'ai été élu pendant 35 ans dans une ville qui est plutôt socialiste et communiste. Et je n'ai jamais été sanctionné pour mes idées. Jamais. Et j'ai connu des périodes où, par exemple, il y avait des élections présidentielles en mai, boum, la gauche faisait 60%, et les élections municipales en septembre, où on refaisait 60% dans l'autre sens. Tout ça pour vous dire qu'il faut aussi que le corps politique s'assume, quoi. Ouais, je pense qu'il y a un distinguo entre les deux et c'est vrai qu'au niveau local, c'est plus la personnalité de la personne qui fera le résultat, alors qu'au niveau national, probablement, ce sera la sensibilité idéologique qui sera consacrée. Mais c'est aussi certainement, c'est pour ça que les Français plébiscitent peut-être plus les maires, mais le maire est à, je ne sais plus qui dit ça, mais le maire est à portée de baffe. Et ça a quand même ça paraît trivial dit comme ça, mais ça rejoint un peu le principe de responsabilité, d'accountability, comme vous disiez tout à l'heure, ce principe anglo-saxon, c'est qu'en réalité, le maire, si jamais il prend des choses qui vont déplaire, prend des mesures qui vont déplaire à ses administrés,
évidemment qu'ils seront tout proches pour aller lui crier sous les fenêtres. Et d'ailleurs, pour poursuivre le parallèle, on n'a pas évoqué la situation des mouvements des Gilets jaunes qui étaient chassés depuis maintenant quelques temps. Enfin, on n'en parle plus parce qu'une actualité en chasse une autre, mais c'est aussi le même problème, c'est-à-dire que l'élu, les prises de décision, les normes, elles sont faites bien trop loin des citoyens. Le président n'est pas à portée de baffe, et c'est d'ailleurs le fait que tout le monde converge vers Paris et qu'on souhaite mettre la tête de Macron sur une pique, ça ne se passe pas dans les autres pays. C'est consubstantiel à ce jacobinisme français. Je ne suis pas sûr que le modeste travail que peut faire Students for Liberty arrive à transformer ça très très rapidement, mais on continue à faire des conférences comme celle-ci ou à écrire des tribunes. Donc j'apprécie que vous nous souteniez moralement. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions peut-être. Je vois que le public n'a pas beaucoup enfin même pas du tout de questions. Alors peut-être qu'ils sont en train de faire autre chose sur Facebook ou sur d'autres choses plutôt que devant l'écran. Pour ma part, j'aurais une dernière question et c'était sur la place de la jurisprudence. Vous parliez, on parlait des différentes sources du droit et je crois très profondément à l'idée qu'il faut justement que le droit, la loi soit, comment dire, sobre et ne soit pas surabondante comme elle est aujourd'hui, avec des textes. On a parlé de la surabondance des lois, mais il faut aussi voir un article de loi en moyenne, à quel point il est plus long aujourd'hui qu'il y a encore quelques dizaines d'années. Donc c'est doublement effarant. Le juge est aussi là pour interpréter la règle, et je ne comprends pas, alors peut-être à cause d'une peur d'un hypothétique gouvernement des juges, mais je ne comprends pas pourquoi on ne pourrait pas avoir un système où la loi énonce les grands principes et ensuite c'est le juge qui appliquera. Alors c'est vrai qu'en France on a cette idée d'uniformité, d'égalitarisme, il faut que tout soit la même chose entre Brest, Marseille et Strasbourg, ce qui à mon sens est parfaitement absurde. Mais qu'est-ce que vous pensez de ce réticence à laisser le juge faire le droit? Alors, l'uniformité est une des causes, mais plutôt modeste, même si elle crée d'autres effets collatéraux qui sont un autre sujet et qui pourra être traité à une autre occasion. Mais, encore une fois, Portalis nous avait tout dit. C'est-à-dire que la loi doit exprimer des vues générales. Et les cas particuliers doivent se résoudre soit amiablement, grâce à une médiation, grâce au contrat d'ailleurs, soit une transaction, etc. Et lorsque un désaccord est né, eh bien c'est le juge qui doit trancher. C'est le principe sur lequel est fondé notre droit. Et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, ce qui alimente les juridictions, c'est le droit qu'on produit. Que ça n'est pas, je m'explique autrement, ça n'est pas le vide juridique qui alimente la jurisprudence, c'est le trop-plein juridique. C'est-à-dire que c'est le bafouillage, le bavardage juridique qui entraîne le contentieux. Alors que c'est le silence de la loi qui permet aux contradicteurs de se parler, de se réconcilier, voire de demander justice. Et c'est ainsi qu'on voit la résilience du texte qu'on a adopté. Vous savez, pour ceux qui passent devant le maire pour se marier, on doit le maire doit lire des articles du Code civil. On voit tout de suite ceux qui ont été écrits en 1804 et ceux qui ont été écrits maintenant. Mmh. Ceux qui ont été écrits maintenant font rire toute la salle. Rire toute la salle. Et ceux qui ont été écrits en 1804, au fond, il y a quelques jurisprudences qui a éclairé un peu l'interprétation, mais ils sont d'une stabilité extraordinaire. Oui. Je prends toujours le même exemple parce que je crois qu'il illustre bien. Au mot près, il faut me faire grâce des expressions, mais le maire lit chaque époux contribuera aux charges du mariage à proportion de ses facultés respectives. Je vous fous mon billet que si c'était écrit aujourd'hui, on dirait chaque époux contribue aux charges des mariages à proportion de la moyenne des revenus des 5 dernières années
moyennant des dispositifs on en aurait 15 lignes. Oui, oui, j'en suis persuadé. Alors, j'aurais deux commentaires avant de passer. Il y a quelqu'un qui a posé une question. C'est d'abord que, en plus de ça, la jurisprudence est codifiée. Alors qu'elle ne devrait pas l'être aujourd'hui, elle est codifiée. Donc, on apporte en plus, on rajoute à la règle de droit la jurisprudence et on la grave dans la marbre. Et par ailleurs, ça me fait ce que vous dites sur la différence des textes de 1804 et d'aujourd'hui. Ça me fait penser à cette citation de Saint-Exupéry qui disait, alors est-ce que je vais peut-être encore me louper, il faudrait que quelqu'un attrape le coup, mais il disait que la perfection était atteinte pas lorsqu'il n'y avait plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y avait plus rien à enlever. Et c'est vraiment ça qu'on peut retrouver dans les textes de 1804, c'est qu'ils sont limpides, ils sont compréhensibles et ils sont très souples. Ils permettent au droit de vraiment donner son plein effet. Donc bon, et je veux quand même juste, si vous m'autorisez, vous poser la question d'un participant, parce que j'ai été le seul à en poser. Parce que je vois qu'il est déjà 19h40 et je ne voudrais pas trop non plus empiéter sur votre emploi du temps. La question est la suivante. Que pensez-vous de la conception selon laquelle le droit doit être découvert progressivement par l'application des principes généraux au cas particulier? C'est un peu ce qu'on expliquait. Je suis complètement d'accord, oui. C'est un très bon principe. Je pense que ce sont les principes généraux qui doivent nous éclairer. Et puis, ce sont les interprétations différentes de ceux qui sont sujets de droit qui nous font découvrir que tel principe peut être compris d'une façon différente selon les citoyens. Eh bien, c'est la jurisprudence qui vient trancher cela si véritablement les sujets de droit persistent dans leurs interprétations différentes. Mais je suis complètement en plein accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que c'est un résumé excellent de ce que nous venons de dire et un résumé mieux formulé que ce que nous avons dit. Et enfin, et c'est peut-être probablement assez difficile d'y répondre, mais est-il impossible de penser à une loi générale? Je crois d'ailleurs c'est en Allemagne qu'ils ont ce qu'ils appellent une loi générale. Mais, donc la question est-il impossible de penser à une loi générale qui ne ferait pas plus de 100 pages et que chaque citoyen pourrait avoir dans un livre de poche? Alors moi, je crois que c'est très possible. Je suis d'ailleurs pour les lois à article unique. Alors évidemment, un article peut contenir 100 pages, comporter 100 pages. Mais non, je pense que c'est toi qui me disais tout à l'heure, mais pourquoi suis-je un admirateur de Portalis? C'est parce qu'il savait dire en 2 lignes ce que dans notre bavardage aujourd'hui, on n'est pas capable de faire en 30 pages, quoi. Donc, il nous en faut 40 ou 50. Et donc, je pense que l'exercice qui consiste à concentrer le jus juridique dans des mots puissants qui ont la force d'années et d'années de jurisprudence, c'est une œuvre indispensable. On doit y revenir. Et je crois que cet intervenant n'est pas dans une quête folle et impossible. Elle est tout à fait possible. Très bien, il sera probablement ravi de l'entendre. Non, mais vous savez, j'avais déposé, on me l'a demandé de la retirer, je l'avais fait. Quand j'étais au Sénat, je m'étais amusé à déposer une proposition de loi, pardon, avec un article unique dont le dispositif était le suivant: la liberté est rétablie en France. C'était court. Oui. Et il y avait 3 pages d'exposé des motifs où j'indiquais dans quel domaine les libertés, pourtant fondamentales, avaient été affectées. Et donc, je soupçonne d'ailleurs ceux qui me l'ont fait retirer pour des raisons politiciennes, au fond, d'avoir pensé que finalement il y avait de l'audace dans le geste, parce qu'il est vrai que lorsque on a un dispositif extrêmement resserré comme celui-là, mais qu'il est éclairé par un exposé des motifs très documenté, eh bien, c'est d'une puissance de feu. Très bien, vous m'avez convaincu. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je n'ai pas l'impression que quiconque se manifeste. Il faut bien savoir arrêter une réunion. Bon, écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir accepté pratiquement au pied levé, puisqu'on a prévu ça seulement la semaine dernière,
de venir nous parler de la simplification du droit et puis donc de votre travail. Merci à vous. Écoutez, Merci. je vous invite à être des combattants, des militants de la simplification. Croyez-moi, c'est pour ceux d'entre vous qui sont attachés au droit, c'est une importante manière de sauver notre droit qui est en grave danger. Et pour ceux qui sont plus intéressés par l'économie, c'est le seul moyen de rendre à notre économie la compétitivité qu'elle a perdue. Et sans parler de compétitivité, parlons de vigueur, parce que les gens associent compétitivité à désindustrialisation ou à tout un tas de mots de notre société. Merci infiniment. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, évidemment. On est sur les réseaux classiques. On écrit beaucoup d'articles qu'on publie dans Le Figaro, Le Monde, La Tribune. Et on sera ravis évidemment de porter votre voix quand c'est possible également. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.